Messieurs, bonjour. Nous allons parler de cyclosportive aujourd'hui. J'ai failli dire cyclotourisme, cyclosportif, cyclo-randonnée. Bon, bref, tout ça, c'est des choses qui n'aiment pas être confondues par leurs usagers. Parfois, j'ai remarqué. Si vous traitez d'un cyclosportif de randonneur, il aime pas forcément. Si vous traitez un randonneur de cyclosportif, il vous corrigera aussi. Bref, faut toujours faire attention. Et pourtant, tout ça, finalement, part d'un dénominateur commun, c'est l'amour du vélo, l'amour de l'effort et l'amour de la géographie aussi, parce que quand on fait des cyclosportives, on voyage beaucoup. Et on voyage d'autant qu'il y a maintenant de plus en plus d'épreuves de masse qui se créent, qui se développent. Et justement, pour en parler de ce monde du cyclosport, eh bien, nous n'avons aujourd'hui à nos côtés que des vrais spécialistes. Alors, peut-être commençons par le champion, Bernard Thévenet. Bernard, bonjour. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. Bernard, tu es bien sûr le double vainqueur du Tour de France, 75-77. Tu as d'ailleurs fêté cette année les 20 ans. Qu'est-ce que je dis, les 20 ans? Ça va pas, moi. 75, les 20 ans, ça serait bien. Ah, on t'entend pas, Bernard. Je tiens à te le dire tout de suite. On ne t'entend pas. Mais Ça va mieux? Oui, c'est mieux. Oui, c'est bon. Bon, Donc là. Bernard, ça fait pas 20 ans, hein, ça fait 40 ans. Hein, désolé. 2 fois 20 ans, quoi. Bon, Oui, 2 fois 20 ans. Ta première victoire dans le Tour de France, on l'a largement évoqué cette année à l'occasion donc du passage du Tour de France à Pralou, qui a été l'un des hauts lieux de ta carrière face à Eddy Merckx. Et puis, tu as eu l'occasion depuis de faire quand même un grand nombre de cyclosportives et d'évoluer aussi dans ce monde du cyclosport. Tu nous en parleras évidemment. En dehors, je veux bien le préciser, de la Bernard Thévenet qui porte ton nom bien sûr et qui a lieu tous les ans. On a également à nos côtés Patrick François. Patrick, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Patrick François, c'est un peu l'homme du cyclosport en France. Patrick, tu es le président de l'Association européenne de cyclosport, c'est bien ça? C'est ça même, oui. Oui. Et à ce titre, d'ailleurs, tu es membre de la commission ad hoc à l'Union cycliste internationale. Advocacy. Oui, advocacy, non. Ad hoc, c'est du latin. Advocacy. Advocacy, c'est plutôt de l'anglais. Oui. Et on accueille également Roland Gilles. Roland Gilles, alors, je sais pas, on dit comment Roland Gilles? On dit Roland Gilles, c'est très bien, Patrick. Bonjour. Bonjour. Je dis on dit comment parce que bon, enfin à la retraite, mais général à la retraite, diplomate, ambassadeur à la retraite également. Donc, pour l'anecdote, je le savais pas ça. D'ailleurs, je l'ai découvert cet après-midi. Je ne savais pas que au soir à la fin de ce mandat à Sarajevo, en Bosnie, Roland, tu étais rentré en France à vélo avec ton épouse à vélo, donc de façon peut-être à marquer une certaine proximité entre la Bosnie où tu as passé 4 ans et Albi, enfin à côté d'Albi, un petit village où je crois d'où tu es originaire. Voilà, je confirme tout à fait. Bonsoir Patrick et bonsoir à tous. Et merci Patrick de parler de Sarajevo. Il est vrai que le 1er septembre 2014, il y a un an, un tout petit peu plus d'un an, avec mon épouse, nous sommes rentrés dès le lendemain de mon mandat terminé de Sarajevo jusque dans le Tarn, dans mon petit village, à vélo et deux choses, voilà, on est rentrés tous les deux en vélo et j'ai mis derrière moi justement pour ça son maillot à mon épouse un de ses maillots de champion du monde, grand fondo, dit-on aujourd'hui, master. Voilà, c'était un beau périple tous les deux. Et merci d'évoquer Sarajevo parce que j'ai eu le bonheur d'accueillir Bernard Thévenet. Bernard, hein, tu te souviens, tu es venu à Sarajevo avec d'autres anciens vainqueurs du Tour de France pour saluer et exprimer un message de paix. L'année dernière était le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. On sait que l'étincelle a jailli à Sarajevo. C'était de grands moments partagés autour du vélo et autour de beaucoup d'autres messages. Effectivement, bah écoute, on va voir justement un petit peu si on va pas rester forcément dans les frontières de l'Hexagone. Avec Patrick François, on aura peut-être l'occasion de parler de l'évolution du cyclosport. Alors peut-être pas dans le monde entier, mais en tout cas en Europe. Et donc j'en profite aussi
peut-être pour saluer, puisqu'on voyait ce maillot derrière, Claudia Carceroni, qui est ton épouse, Roland. Tu parlais d'un maillot, c'est de la modestie parce que elle a été quand même 16 fois championne du monde master après avoir côtoyé, si mes souvenirs sont bons, ils sont pas tout récents, il me semble, Jenny Longo, lors d'une carrière, on va dire, une carrière professionnelle. Voilà. C'est ça, c'est Jeannet qui l'a invité à venir de son Brésil natal pour participer aux courses européennes dans son équipe. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous propose, après cette introduction, de commencer. Peut-être que tu pourrais, Patrick, planter un petit peu le décor. Alors, j'ai titré un sport individuel, comme tout sport cycliste, c'est d'avant tout un sport individuel. On souffre seul, en tout cas, m'a-t-on dit. Un sport individuel qui se pratique, ça c'est la particularité peut-être du cyclosport, qui se pratique en masse. Parce que, avant tout, quand on fait du cyclosport, il faut s'attendre à se retrouver, Patrick, dans des épreuves qui font plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de participants. Absolument. Tout à l'heure, d'ailleurs, dans la présentation, tu as oublié que je travaillais aussi pour le compte de la Fédération française de cyclisme. Je suis en charge de l'activité cyclosportive. Je travaille ardemment aux côtés de Roger Bordeaux, qui est le président de la commission. Nous développons cette activité depuis une bonne dizaine d'années maintenant et on constate une évolution phénoménale de cette activité. Et une activité éco-citoyenne, hein, d'ailleurs, il faut le préciser. Oui, nous, on en reparlera. Je l'ai noté, mais ça vient un petit peu plus tard dans le courant du débat. Mais oui, le décor, il est clair. À l'heure actuelle, le calendrier cyclosportif français de la FFC, c'est à peu près 90% des épreuves, hein, et la plupart des épreuves les plus importantes représentent entre 115 et 116 épreuves référencées pour 160 jours de course, car il y a des épreuves par étapes maintenant qui se sont mises dans la ligne. Et puis c'est phénoménal. On a des épreuves de tout genre qui s'adaptent à tout type de compétiteurs et de cyclistes chevronnés, mais aussi très passionnés. L'Ardéchoise, par exemple, que Bernard connaît très très bien parce qu'il y est chaque année, qui est pour moi un événement phénoménal. 15 000 cyclistes dans un petit village de 3 000 habitants pendant quelques jours, pendant tout un week-end. Et puis l'étape du Tour, bien sûr, parce qu'il faut faire aussi ce lien, cette passerelle. D'ailleurs, je te remercie de créer cette passerelle entre Velops, qui est un peu plus spécialisé dans le monde du vélo pro et nos activités de vélo pour tous. Ce lien, cette passerelle qui existe de manière un petit peu plus sensible dans l'autre pays, cofondateur de l'activité cyclosportive, c'est l'Italie, où il y a plus de retours et plus de partage entre les différentes catégories de cyclistes. Mais enfin, en France, on en prend le chemin. Et merci Patrick de nous donner cette parole et puis d'aller dans ce sens-là. Mais alors, peut-être que celui qui peut faire encore mieux le lien que moi ou que Velops, c'est Bernard Thévenet. Parce que quand on a été justement champion dans le Tour de France, dans les plus grandes épreuves du calendrier pro, et que l'on prolonge ou que l'on fait passer peut-être cet amour du vélo à travers les cyclosportifs, est-ce que ça s'est fait naturellement, Bernard? Et est-ce que tu te reconnais dans ces cyclosportifs qui fleurissent un petit peu partout dans le terroir? Oui, bien sûr, parce que je crois que Patrick l'a dit tout à l'heure, il y a cet amour du vélo, cette passion du vélo, et qui est partagée par tous ceux qui font du cyclotourisme, du cyclosport ou de la compétition à haut niveau jusque chez les professionnels. On peut pas réussir chez les professionnels si on n'est pas passionné par le cyclisme, parce qu'il y a beaucoup d'écueils, et pour passer ces écueils, c'est la passion qui nous permet de franchir ces écueils. Alors bien, c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie, on peut avoir peut-être un peu moins passionné, notamment quand on arrête la carrière. Après 12 ou 15 ans de cyclisme, on a envie peut-être de voir autre chose, mais finalement, au bout d'un moment, ça nous rattrape, on a encore envie de faire du cyclisme. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a énormément de gens qui viennent dans ces courses, dans ces épreuves. On ne devrait pas dire course, mais bon, souvent pour les premiers, c'est vraiment une course. Dans les cyclosportifs, logiquement, ça devrait être un peu plus tranquille, mais les premiers font vraiment la course. C'est vraiment un challenge pour les participants de remporter cette épreuve. Et alors, Bernard, je vais faire un petit peu de provoque.
je vais faire un petit peu de provoque. Aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que je fais un TVLO où je suis le Benjamin. Alors, je veux pas faire de jeunisme, surtout pas. Mais est-ce que le cyclosport, c'est quoi? C'est un petit peu comme la foi. Ça revient quand on commence à avoir plus de 50 ans et on se dit que finalement, c'est vachement bien le vélo. Ou est-ce que c'est une activité? Ah bah, je vous ai dit que j'allais faire de la provoque. Ou est-ce que c'est une activité à laquelle vous avez toujours été fidèle? Toujours. Bon, c'est vrai que j'ai commencé il y a longtemps, puisqu'avec avec Patrick François, on s'est rencontrés la première fois, c'est le championnat de France des débutants. Donc, tu te souviens, c'était à Montpellier. Ouais, Ça devait pas être pour une cyclosportive. Patrick, oui. Moi, je crois pour. Ah, pardon, vas-y Bernard. Oui, c'est vrai. Oui, Roland. Oui, je voulais pas te couper, Bernard, mais je vais intervenir si tu as fini. Hein. Oui. Mais oui, non, mais je voulais dire qu'on a toujours la même foi, même si, bon, cette foi, par moment, peut-être nous a abandonnés, notamment quand on est fatigué par les épreuves professionnelles, parce que quand on est professionnel pendant 12 ans, on a la pression pendant 12 ans, au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose, mais ça revient rapidement. Et je suis vraiment heureux, moi, par exemple, de participer à l'Ardèchoise, même si maintenant je fais le petit circuit, le Doubs qui fait dans les 80 bornes. Mais le cyclo, les cyclosportifs, ça permet de rencontrer des tas de gens. Et je veux aussi revenir sur l'épreuve qu'avait organisée Roland à Sarajevo. C'était au mois de juin, en 2014, hein, Roland, c'est ça? Oui, 2014, le 22 juin. J'ai pu pédaler à côté de Jean-Yves Le Drian, parce que Monsieur Le Drian est quelqu'un qui fait beaucoup de vélo, et il y avait quelque chose de vraiment comment dire, plus qu'extraordinaire, c'est qu'on est allé au départ dans un petit village qui était dans une enclave serbe, hein, c'est ça, Roland? C'est ça, oui, près de Sarajevo. Serbe et bosniaque. Et Jean-Yves Le Drian s'est assis à une table pour discuter avec l'autre personnalité. Il était en maillot et en cuissard. Ça, c'est un souvenir qui va me rester pendant très très longtemps. C'est la preuve que le cyclisme peut permettre de rassembler des gens qui sont de sensibilité vraiment différentes. Il faut aller à Sarajevo pour se rendre compte qu'il y a des gens qui sont là-bas de sensibilité vraiment très très différentes. On sent que Bernard Thévenet n'a pas pu parler de Jean-Yves Le Drian pendant tout le week-end. Alors là, il se rattrape. Hein. Ça y est, les élections sont finies, on peut en parler. Quelque chose qui veut marquer qu'un Français puisse venir en maillot jaune, en cuissard, discuter avec des présidents qui sont... Roland, c'était l'équivalent d'un président de région de chez nous, je pense. Non, c'était le président de l'État. C'était le président de l'État de Bosnie-Herzégovine. Alors, tout à l'heure, Roland voulait intervenir. Oui, je voulais intervenir pour te donner mon sentiment sur la question que tu as posée, Patrick. Tu disais, y a-t-il un âge pour adhérer, pour aimer le cyclosport? Moi, je crois qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être passionné. Il n'y a pas de règle. Il y a un sentiment, une sensation, une passion que l'on vit et qui peut différer de l'un à l'autre. Je trouve que et je rejoins Bernard, je trouve que sur les cyclosportives, chacun peut trouver peut trouver matière à son bonheur, parce que l'offre est extrêmement importante, elle est extrêmement diverse, et je voudrais dire qu'il faut garder je me place du côté des organisateurs cette fois-ci, il faut garder cette diversité de l'offre. Si on considère que le cyclosport est né, Patrick, sous ton contrôle, et Bernard, dans les années 90-95, peut-être un petit peu plus tôt pour certaines d'entre elles. Un petit peu moins pour certaines d'entre elles. On a vu depuis 20 ans une offre s'élargir. On a vu un monde aussi très professionnel se créer autour de ces cyclosportives. Mais il y a aussi, et depuis l'origine, des organisateurs qui sont des bénévoles. Et on voit côtoyer parmi ces organisateurs à la fois des entreprises qui sont des entreprises d'artisanat de luxe conduites par des bénévoles, des organisations faites par des bénévoles. Et à côté de ça, on voit des entreprises, des sociétés dont la vocation est de créer des événements sportifs de cette nature-là et qui d'ailleurs en vivent. Et cette offre est extrêmement diverse. Il faut la garder parce qu'elle permet au plus grand nombre de trouver son bonheur. Il est très bien de pouvoir
traverser les continents pour aller faire une cyclo-sportive, mais ce n'est pas accessible pour tout le monde. Et à côté de ça, on a la cyclo du dimanche à 50 ou 100 km de chez soi, avec une ambiance super où on va partager un repas et tout le monde se connaît autour de ces cyclo-sportives. Il faut garder toute cette diversité. C'est ce qui en fait le succès, je crois. Et puis, il faut préciser peut-être, Patrick, que tout ça est très structuré. Alors, absolument. Déjà, je fais juste l'écho de 2 remarques qui nous sont faites avant de te passer la parole. D'abord, Bruno qui nous dit, le cyclosport, c'est peut-être un peu sa définition, sert souvent de transition à de bons amateurs qui souhaitent toujours se fixer des objectifs physiques, sportifs, mais sans forcément la pression de la compétition, et puis dans une ambiance peut-être un peu plus sympa. Et puis Ludovic qui nous dit, il n'y a pas d'âge, certes, mais j'ai l'impression qu'on accepte quand même mieux les longues distances des cyclosportifs, c'est-à-dire jusqu'à 200, voire plus de 200 km, avec l'âge, et j'accepte mieux ça maintenant à 35 ans que quand j'avais 20 ans. Alors, écoute, moi, je veux dire tout d'abord que tu parlais tout à l'heure de l'AEC, une organisation qui réunit entre eux les organisateurs européens. Nous avons travaillé aux côtés de la FFC, justement, pour que le cyclosport acquiert une véritable reconnaissance. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, le cyclosport était une activité hybride certains disaient c'est du cyclotourisme, d'autres faisaient de la compétition de manière pirate. Et puis la FFC a accepté le cyclosport dans ses structures officielles, et le cyclosport est reconnu maintenant comme étant une compétition. Le règlement général qui régit l'activité cyclosportive et le règlement des épreuves de compétition sur la voie publique. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point-là, sans limitation du nombre d'inscrits, je le précise. Ça, aucune limitation. Aucune limitation du nombre d'inscrits. C'est l'organisateur qui se décide en fonction. Absolument. Il y a parfois des limitations d'inscrits lorsque l'administration préfectorale en certains lieux et tenant compte de normes de sécurité ou d'environnement, décide de limiter le nombre à ce moment-là, régit auprès de l'organisateur lui-même un nombre plafond d'inscrits. Mais le cyclosport, c'est une activité pour tous, c'est clair. Les catégories qui sont, puisque c'est une compétition, les catégories qui sont récompensées parce que effectivement le fonctionnement du cyclosport fonctionne bien parce que les gens se retrouvent dans leur catégorie d'âge, dans leur propre catégorie d'âge. C'est-à-dire lorsque tu as 25 ans, tu te bats, en quelque sorte, ta compétition est orientée vers des compétiteurs qui ont le même âge. Ce que tu veux dire, c'est que il n'y a pas que chez les jeunes qu'il doit y avoir non, bien sûr que non. Et on remarque que les catégories d'âge anciennes, c'est-à-dire des gens qui ont 50 et plus, voire 60 et plus, se prennent au jeu et regardent où sont leurs adversaires du jour pour pouvoir faire en sorte de faire premier de la KT. Parce que le terme qui revient souvent à l'heure des protocoles, c'est « t'as fait combien de ta KT ?» Mais peu alors, importe le j'ai une question pour Bernard. Bernard, il n'y a pas une limite pour faire de la compétition? L'esprit de compétition peut-il perdurer au-delà de 40, 50 ans? Est-ce qu'on ne prend pas un risque tout simplement pour la santé? Bernard, parle-lui de Robert Marchand. Je crois que je connais un petit peu, mais vas-y, peut-être que pour les gens qui ne connaissent pas, c'est peut-être un exemple un peu extrême. Il a 104 ans, il continue à faire du vélo. L'esprit de compétition. Il y a peut-être un risque, oui, si on veut vraiment se prendre pour un coureur, si on a 70 ans et qu'on se prend pour un coureur de 25 ans, oui, c'est certainement qu'il y a un risque, et un risque déjà sur la sécurité, parce que à 70 ans, on est quand même moins de réflexes qu'à 25 ans, ça c'est sûr. Donc, il faudrait peut-être inciter les gens, mais c'est difficile quand les gens ont la passion, c'est difficile de les inciter à la sagesse. Mais justement, je voudrais mettre l'accent sur les efforts qui sont faits par les organisateurs pour la sécurité. Les organisateurs font énormément d'efforts pour la sécurité, mais malheureusement, j'ai quand même vu beaucoup de cyclos qui ne respectent pas trop la sécurité. Hein. Quand tu dis les cyclos, tu parles des individus, hein. On est bien d'accord, pas des épreuves elles-mêmes. Il y en a beaucoup, ils roulent à gauche alors qu'ils pourraient très bien rouler il y a de la place à droite, mais non, ils roulent au milieu de la route ou à gauche. Donc, il y a aussi une éducation à faire auprès des participants, parce que faut connaître, je pense que
Patrick François, ça, de mon avis, les organisateurs font énormément d'efforts pour Oui. mais il faut aussi que les participants fassent des efforts eux aussi. Hein. Oui, je confirme tout à fait, moi aussi, et je parle avec plusieurs casquettes à ce titre. Les organisateurs font de plus en plus d'efforts, et nous, les cyclistes ou les pelotons, ne sont pas toujours suffisamment disciplinés. Je rejoins tout à fait Bernard. Or, c'est un enjeu très fort parce que, pour revenir à cette limitation du nombre de participants que tu évoquais, et que vous, les deux Patrick, vous évoquiez tout à l'heure, il est vrai qu'il faut donner des gages positifs à l'autorité administrative qui accorde les autorisations pour ces épreuves-là. Donc, les messages des organisateurs sont exprimés avant chaque épreuve. Il faut absolument s'y tenir parce que sinon, c'est l'enjeu même de certaines compétitions qui est posé. Mais est-ce que vous parliez de sécurité? Je vais faire une question de Béotien. On parle dans l'univers des courses pro de la sécurité en disant, j'entendais par exemple l'organisateur du Tour de France demander avec les organisateurs d'ailleurs des courses internationales à ce que les équipes soient moins nombreuses au départ, de façon à réduire le nombre de concurrents au départ du Tour de France par exemple. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 200 coureurs au départ du Tour. Et là, on parle d'épreuves où il y a parfois 2000 ou 2500, voire même un peu plus, de concurrents. Oui, nettement plus. Enfin, je fais une moyenne un petit peu des grandes cyclos. Plus de 2000 participants. Est-ce que c'est pas un problème de sécurité qui est, enfin, moi, je trouve que ça contraste beaucoup avec, parce que ça reste malgré tout de la compétition. Oui. C'est quand même différent, Patrick. L'ambition n'est pas la même quand tu prends le départ du cyclo-sportif et du Tour de France. Hein. Je sais pas, pour un cyclosportif, son ambition, l'étape du Tour, c'est son Tour de France à lui. Non. Mais en fonction de ses ambitions, et ses ambitions sont pas très très haut placées, mais il fait un petit peu attention, c'est un peu plus attention. Dans le Tour de France, c'est vrai que c'est important de se trouver à l'avant du peloton, dans les cyclosportifs un petit peu moins. Bernard a raison d'évoquer la vocation très différente de ces courses. Et puis le statut même de la sécurité n'est pas le même. Le Tour de France est la seule course pour laquelle, par décision administrative, la voie utilisée est totalement privatisée. Ça veut dire qu'aucune voiture ne peut arriver en face et aucune voiture n'arrive en face. Et toutes les intersections sont totalement sécurisées. Il en va différemment pour les cyclosportives qui peuvent avoir des statuts différents. Les autorisations sont différentes selon le profil de la route, selon certaines portions de tracé. Et on peut tout à fait se retrouver on se retrouve généralement dans une cyclosportive avec des voitures qui arrivent en face et qui, sur certains grands axes larges, sont autorisées à arriver en face. Certes, la route est couverte, mais dans ce cas-là, l'arrêté préfectoral qui donne cette autorisation indique bien, et l'organisateur le répète, ce que sont les consignes de sécurité. Moi, j'estime que on doit être plus précautionneux. Le statut n'est pas le même. Ouais. Alors Patrick, je te passe la parole. Non, je te passe la parole. Il y a juste Alban qui nous dit, Cycléforme, Alban qui nous dit le matériel, l'entraînement a évolué aussi chez les cyclos. Ça va quand même de plus en plus vite sur les routes ouvertes. Et Florent, et c'est là que je vais te faire réagir peut-être. Patrick, Florent nous dit, après tout, 10 cyclistes mal élevés, ça suffit à mettre le bazar, hein, je traduis, et c'est pas le nombre qui pose un problème, mais le comportement, et c'est d'ailleurs la même chose pour les jets de déchets du papier qu'on jette, etc. Oui, on va y venir. Cette notion de sécurité. Faut y venir vite, Patrick, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle ensemble. Ah, d'accord, bien, d'accord. Oui, eh bien, les cyclosportifs ont eu cet avantage également. C'est peut-être la loi du nombre, c'est peut-être le fait qu'il y ait ces centaines, voire ces milliers de pratiquants au départ. On a très vite pris conscience qu'il fallait pas se comporter comme on le fait généralement. Enfin bon, bref, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie en société. Et moi, je me suis rendu compte très vite que nos parcours cyclistes, qui sont nos parcours historiques, qui sont les parcours que le monde entier nous envie, devaient rester intacts. On ne pouvait pas faire autrement que d'avoir une vision très très attentive à leur entretien et au fait de les laisser en l'état dans lequel nous les trouvons lorsque nous arrivons. C'est la raison pour laquelle on a pris des dispositions depuis un certain nombre d'années sur les cyclosportives
qui fonctionne très très bien. D'ailleurs, j'invite de ce fait le reste des activités cyclistes à copier un petit peu et à emprunter les actions que nous avons menées depuis le temps, parce que Tu parles du monde pro là. Ouais, j'estime qu'il y a un véritable progrès. Maintenant, c'est pas simple parce que, comme je dis, c'est le reflet de la société. Il y a des gens qui sont effectivement très attentifs, puis il y en a d'autres qui se comporteront toujours de la même manière. Donc, on n'est pas. Cependant, il est important de réfléchir à ces parcours qui sont des parcours historiques, qui sont des parcours que le monde entier nous envie, et il faut les laisser en l'état à destination des générations futures. Ça, c'est de toute évidence. Il en va de la sauvegarde du cyclisme également. Alors, pourquoi j'ai demandé aussi, et c'est d'ailleurs sur une suggestion de toi, Patrick, à Roland Gilles d'être avec nous, parce que la France va accueillir le championnat du monde, un championnat du monde. C'est pas si fréquent en matière de cyclisme. Ce sera pas le championnat du monde des pros, mais ce sera le championnat du monde master. Et ce sera à Albi en 2017. Je crois que c'est lors des derniers championnats du monde sur route à Richmond que l'UCI a accepté donc de confier à la France. Il y avait la concurrence, d'ailleurs, Roland, pour avoir ces championnats du monde. Je crois les Italiens étaient sur les rangs. Et finalement, donc après avoir organisé cette cyclosportive à Sarajevo, eh bien il y aura donc les championnats du monde à Albi. Est-ce que c'est déjà, j'aimerais comprendre, est-ce que c'est une organisation, on va dire, professionnelle, au sens, quand je dis professionnelle, c'est-à-dire est-ce que c'est une association qui organise un championnat du monde de ce type, ou est-ce que c'est une structure professionnelle, commerciale, donc en d'autres termes? Comment ça se passe finalement dans le monde des cyclosportives? Alors voilà l'histoire, Patrick. Merci de l'évoquer. Et, en fait, l'idée est venue au retour de Sarajevo, alors que j'avais un peu de temps libre, et en discutant avec Patrick François, entre autres, l'idée est venue pour moi de proposer à ma ville natale, je suis natif d'Albi, voilà la raison. Ça s'entend. De proposer, merci, mes fins de phrase me trahissent, de proposer que Albi accueille ce championnat du monde, pour lequel j'étais assez sensibilisé avec mon épouse, puisqu'elle a gagné 16 fois le maillot, elle connaît l'histoire, je connais l'histoire avec elle, et on a jugé que la ville d'Albi et cette belle région pouvaient accueillir, avait des atouts suffisants pour accueillir ce bel événement. Donc nous sommes allés très simplement frapper, et là je réponds à ta deuxième question, frapper à la porte du maire d'Albi, qui a accueilli l'idée très positivement. Albi est une ville très, très sportive, dynamique, et nous nous sommes lancés, nous avons monté ce dossier pour l'Union cycliste internationale. Lorsque je dis nous, je réponds à ta question, non, ce n'est pas une structure professionnelle, ce n'est pas une société qui a l'habitude d'organiser cela, qui va agir. 3 intervenants se sont associés pour créer un comité d'organisation. Le club d'Albi, qui est le support juridique, donc c'est lui qui porte juridiquement, administrativement l'événement. La ville d'Albi, ville haute, la municipalité. Et puis moi-même, je suis président du comité d'organisation. L'idée vient de Claudia et de moi-même. Donc avec le support du club d'Albi et assisté par toute une équipe de bénévoles. Et tout le monde est bénévole. Nul n'est rémunéré pour cela dans le comité d'organisation. C'est une équipe de bénévoles, mais qui a l'expérience d'organiser des événements de cette nature. Le club d'Albi, la ville d'Albi, ville la plus sportive de France en 2012, par le journal L'équipe. Et qui a accueilli plusieurs fois le Tour. Bernard Thévenet, Bernard Thévenet, un petit quiz, là, le dernier vainqueur à Albi. Non, Roland, c'est trop facile. Tu réponds pas, Roland. Cette année, il y avait la semaine fédérale cycliste, la FFCT, il y avait 15 000 participants. Bernard, tu vas pas t'en sortir comme ça, Bernard. Je te souffle, Bernard. Oui, il est champion du monde. Il est champion du monde depuis peu. J'ai tout dit. Oui, c'est Sagan qui avait fait. Oui, c'est une des plus belles. 2013. Ses équipiers étaient chez Cannondale à l'époque. Ils avaient attaqué dans une côte où personne s'y attendait. Ils ont largué tous les sprinters et après ils ont roulé avec lui. Et du coup, après Albi, il avait pratiquement, il avait le maillot vert. Il avait je sais pas combien de points d'avance. Il était tranquille. C'était vraiment un très bon moment. C'est sa dernière victoire d'étape dans le Tour, d'ailleurs, non? C'est sa dernière victoire d'étape dans le Tour. Là, c'est toi qui nous colle. Oui, je crois bien, effectivement, à vérifier. Oui, Patrick, alors, je voudrais rajouter un point pour essayer de compléter ma réponse à ta question. Et c'est vrai que nous sommes une structure très, très professionnelle dans l'action et amateur par le statut. Mais
en connaissant le travail. Et c'est vrai que nous étions dans le sprint final pour l'Union cycliste internationale en compétition avec la ville de Turin, ça n'est pas rien. Et pour les Italiens, l'organisateur était RCS, l'organisateur du Giro d'Italia. Donc, nous sommes fiers en même temps et donc en devoir de réussir non seulement un événement sportif, mais parce que ce qui caractérise aussi les cyclosportifs à mon sens, c'est la promotion d'un terroir, d'une région, un sens de l'accueil, une chaleur, une convivialité que nous voulons absolument préserver et assurer en 2017. Patrick, est-ce que c'est justement le schéma habituel dans les cyclosportives? Il me semble, grâce à toi pour en avoir rencontré quelques-uns, il me semble quand même qu'il y a des structures, j'aime pas le mot évidemment commercial, mais des structures donc professionnelles qui organisent plusieurs. Bon, on pense à ESSO évidemment, Oui. mais bien avant ESSO, il y en a eu d'autres qui sont devenus des acteurs incontournables du monde du cyclosme. Le plus gros organisateur de ce type d'événements en France est Sport Communication, qui organise une quinzaine d'événements de ce type, qui regroupe sur toute l'année à peu près environ 30 000 participants. Je précise quand même que les cyclosportives, le calendrier 2016 des cyclosportives va va concerner à peu près 140 000 participants. C'est pour te dire l'importance du phénomène. C'est phénoménal. Et c'est en hausse. C'est ça que le message qu'on voulait faire passer, c'est que c'est quand même en pleine explosion. C'est-à-dire en pleine expansion. Voilà. Toujours. Il n'y a pas, la crise connaît pas. La crise connaît pas, ça c'est ça de toute évidence. Donc, Sport Communication. Sport Communication, donne-nous juste quelques noms de cyclos qui correspondent à Sport. Bien, la Marmotte, qui est l'épreuve la plus ancienne du calendrier français, la plus ancienne du calendrier mondial étant la Nove Colli en Italie. La Marmotte qui va arriver sur ses 35 ans d'âge, qui fait toujours carton plein au niveau des pratiquants, 7500 participants, 7500 à 8000, avec une contingence justement de la préfecture qui n'autorise pas justement une participation supérieure, car sinon la Marmotte, je pense, aurait entre 8 voire 10 000, voire peut-être même plus de participants, notamment des participants venant de l'Europe du Nord. En tout cas, l'étape du Tour, bien évidemment, a un succès phénoménal. L'étape du Tour, il faut se mettre sur son clavier d'ordinateur et être préparé lorsque s'ouvrent les inscriptions, car le lendemain, elles sont closes et 15 000 cyclistes totalement enthousiastes se sont déjà inscrits. C'est tout à fait. Rappelle-nous pour participer à ce type d'épreuve, il y a quand même des sélections à faire. Où est-ce qu'on peut il suffit d'être tout le monde peut participer. La règle étant, c'est ouvert à tous, bien évidemment, licenciés et non licenciés. Les non licenciés devant présenter un certificat médical, non pas d'aptitude, mais de non-contre-indication au cyclisme de compétition. C'est quoi la différence? Voilà, c'est comme ça, c'est la norme, c'est la règle. C'est le terme légal est celui-là, un certificat médical, entendant que pour participer à ces championnats auxquels faisait référence Roland tout à l'heure, la licence à ce moment-là est totalement obligatoire. Une licence d'une fédération nationale affiliée à l'UCI, bien évidemment. Hein? Il y a beaucoup on peut tout à fait se qualifier, par exemple, sur l'Albigeoise en 2016 ou en 2017. Avec un certificat médical. Avec un certificat médical. Ouais. Et ensuite, pour la phase finale, c'est-à-dire le championnat lui-même en Australie en 2016, à Albi en 2017, il est vrai qu'il faut avoir donc cette licence nationale. J'allais y venir justement. Pour être champion du monde, qu'est-ce qu'il faut faire pour être champion du monde? Donc je voudrais juste que Roland, et après je passe la parole à Bernard. En gros, moi, j'ai un peu plus de 50 ans et comme je suis vachement sportif, j'ai envie d'être champion du monde en 2017. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu dois obligatoirement, tu dois d'abord continuer à être performant, rouler 12 000 volts par an. Bon. Ensuite, tu viens participer à l'Albigeoise en fin mai 2017, qui sera l'épreuve qualificative française. Il y en a 15 à travers le monde, une en France, ce sera l'Albigeoise. Et tu dois là te terminer dans les 25% de ta catégorie d'âge, dans le premier quart classé de ta catégorie d'âge. Et là, tu prends le départ, tu confirmes ensuite ton inscription pour le final, le championnat du monde, et tu participes à cette belle aventure. Donc pour ça, allez sur le site d'ailleurs, tout y est, de l'Albigeoise, www.albigeoise.com, et d'ores et déjà, nous avons mis des éléments. Bernard, je vais peut-être aller faire la Bernard Thévenet alors finalement. Ça sera peut-être. Non, tu as une autre info que j'ai appris aujourd'hui de ta bouche, Bernard, c'est que finalement la Bernard Thévenet est peut-être plus difficile maintenant que dans le passé, non, puisque vous bougez. Oui, parce que finalement, comme on a beaucoup parlé de Pralou cette année,
les organisateurs ont émis l'idée de la faire autour de Pralou, donc elle se terminera à Pralou. Il faut que tu t'entraînes un peu dans les bosses. Il faut même répondre à ton interrogation tout à l'heure là, à propos de savoir si les gens de plus de 60 ans, et c'est bien, c'est ce qu'a dit l'autre Patrick tout à l'heure, c'est qu'avec le certificat médical, comme ça au moins, on est sûr que les gens qui participent à ces épreuves ont la capacité à pouvoir les faire grâce à ce certificat médical. Il y a finalement très peu de problèmes dans les cyclosportifs sur les 140 000 qui participent dans l'année. Je souhaitais justement faire important de s'entraîner. Parce qu'il faut pas venir dans une épreuve où il y a 400 ou 5 000 ou parfois 10 000 participants. Premièrement, il faut être entraîné. Deuxièmement, il faut avoir l'habitude de rouler en groupe, en peloton. Sinon, autrement, on est en danger et on représente également un danger pour les autres. Patrick? Oui, je voulais justement faire cette remarque par rapport aux, entre guillemets, les risques encourus. La masse des participants, j'ai cité le chiffre de 140 000, ça va aussi d'une année à l'autre entre 130 à 150 000 participants sur une saison. En France, j'entends bien. Eh bien, il y a très peu de sinistres, il y a très peu d'accidents. Il y a pratiquement jamais de décès, peut-être un ou deux dus à des accidents improbables. Et puis, mais c'est phénoménal. Quand on voit la moyenne d'âge est quand même on peut le reconnaître relativement élevé. Ce sont des gens de plus de 40 ans, parfois de 50 ans, parfois même plus, qui sont au demeurant, je le précise, nous en parlions ce matin lorsque nous faisions les réglages, qui sont au demeurant des gens extrêmement passionnés et des consommateurs avérés qui font en partie, en tout ou en partie, vivre l'industrie du cycle et des produits dérivés. On leur doit, enfin, à mon avis, l'industrie du cycle doit une fière chandelle au cyclosport. Et justement, est-ce que certains d'entre eux, et c'est une question qui nous est, une remarque qui est faite par François Lamiraud, qui nous dit en Italie et d'ailleurs, il me semble qu'il complète en disant également en France, certaines marques sponsorisent, équipe, ouais. Ce serait peut-être plus exact, oui, vrai. comme terme, équipe les meilleurs cyclos. Les meilleurs cyclos aussi. Ouais. Oui. C'est un phénomène inéluctable. Le cyclosport marche. Les collectivités, l'administration et les collectivités locales et territoriales s'intéressent énormément à cette activité, qui laisse effectivement des retombées sur les territoires. Prenons l'exemple de l'Ardéchoise. L'Ardéchoise, tu t'imagines 15 000 participants, vous imaginez, 15 000 participants pendant 4 jours dans un petit village de 3 000 habitants au cœur de l'Ardèche. Tous les hôtels, tous les gîtes, toutes les maisons, tout est archi complet pendant plus d'une semaine. Les retombées économiques sur la région sont phénoménales. Donc, les collectivités territoriales aident. Puisque les collectivités territoriales aident, il y a effectivement un intérêt financier à la participation de ces événements et à l'organisation de ces événements. Donc c'est une chaîne d'action, une chaîne qui fait que à ce moment-là des teams se forment, vont là où il y a un intérêt médiatique, un intérêt commercial, et effectivement maintenant on se rend compte que notamment en Italie, oui, François Lamiraud a posé la bonne question, en Italie il y a déjà des groupes structurés depuis plusieurs années qui fonctionnent comme des groupes, pas des groupes professionnels, mais pratiquement de la même manière, oui, bien sûr. Quelle va être l'évolution, Patrick? On parle de grand fondo maintenant. Peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, c'est la terminologie internationale. D'ailleurs, l'UCI, c'est Grand Fondo, en fait, ça veut dire cyclosport en Italie. C'est grand fond. Et c'est comme cela. Il s'avère que les Américains, qui ont découvert cette activité il y a une dizaine d'années, ont utilisé ce terme pour qualifier leurs événements. Grand Fondo New York, Grand Fondo San Francisco, Grand Fondo San Diego. Et puis la mode est partie de là. Maintenant, l'UCI utilise, ce n'est plus le championnat du monde master auquel tu faisais référence tout à l'heure, mais l'appellation technique et l'appellation de ces championnats du monde qui vont se dérouler à Albi, qui vont se dérouler à Perth en Australie de l'Ouest en septembre 2016 et à Albi en fin août 2017, s'appelle dorénavant les championnats du monde Grand Fondo UCI. C'est-à-dire, voilà, Grand Fondo, maintenant, c'est mis un petit peu à toutes les sources. Et c'est un appel à la professionnalisation du secteur. Sans aucun doute.
Écoutez, moi je crois que je vais pas les faire les championnats du monde finalement, j'ai réfléchi. Mais en plus j'ai appris qu'il y a... Tu es bienvenu à Albi pourtant, Patrick. Hein. Non mais je viendrai, mais évidemment, mais il n'y a pas une course de relais, non? Il n'y a pas un truc Oui, un truc très très sympathique. Laurent Roland va t'expliquer. Oui, il y a trois épreuves et deux épreuves tout à fait officielles avec délivrance d'un maillot pour toutes les catégories, hommes et femmes de 19 à 99 ans. Un contre-la-montre de 22 km 400 et puis deux parcours de 100 et 155 km dans la belle région albigeoise en fonction des catégories d'âge. Et puis c'est vrai que l'UCI souhaite que l'on anime un petit peu le centre-ville avec une course en relais par équipe de 4 sous un maillot national qui va animer le cœur d'Albi. Eh ben, on va faire ça. Et Bernard, t'es partant avec moi, non, pour le relais, peut-être ça peut... Toi, t'as eu déjà les maillots, t'as eu tout ce qui... Non, d'accord, ok. Mais Bernard nous honore en venant à Albi comme ambassadeur des grands champions et pour parrainer notre course. Merci Bernard. En plus, je parraine la course, alors on va dire que c'est truqué après. Ouais, c'est ça. Non, mais je note quand même que t'as toujours l'esprit de compétition chevillé au corps et que tu sais choisir tes partenaires, visiblement. En tout cas, tu ne me choisiras pas moi, c'est indéniable. Bon, je crois qu'on va conclure. Merci déjà à tous ceux qui nous ont interrogés, challengés sur ce sujet-là. Je vois que c'est un sujet qui a quand même intéressé pas mal de monde, que vous allez pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez été quand même assez nombreux à nous rejoindre aujourd'hui et on vous donne bien sûr rendez-vous aux uns et aux autres sur les cyclosportifs. D'abord, peut-être Patrick, un rappel avec le trophée Label d'Or qui débute, qui est le trophée qui couvre toute la saison finalement en France. Il commence le trophée Label d'Or. Le trophée Label d'Or est le trophée de la FFC, donc, qui marche de mieux en mieux. Chaque année, nous avons plus de 10 000 cyclistes classés. Sur combien d'épreuves? En 2016, 18 épreuves. Le trophée Label d'Or débutera à Montélimar fin mars, troisième week-end de mars avec la Corima et se terminera comme chaque année sur la magnifique épreuve des Calanques à Marseille, les Bosses du 13, organisée par le Vélo Club La Pomme de Marseille. Bernard, tu nous redonnes les dates de la Bernard Thévenet? Je les ai pas en tête, mais je pense que Patrick a le calendrier. Alors. Non, je l'ai. La Bernard Thévenet, c'est, me semble-t-il, le troisième week-end de juillet à Pralou, me semble-t-il. Et c'est Sport Communication, qui organise. La date exacte. Je rappelle qu'il y a aussi des challenges régionaux qui existent et pas seulement des challenges nationaux. On a le trophée de Bourgogne, on a le trophée de l'Ouest, on a le challenge Vélostar en région parisienne. Bref, enfin, où que vous soyez, vous trouverez. Il y a le trophée Passion aussi et il y a le challenge Midi-Pyrénées. Voilà, deux challenges régionaux aussi qui sont très très bien organisés et très sympathiques. En tout cas, cyclosport, 115 épreuves, 165 jours de course et 140 000 participants, 140 000 pratiquants. Il nous reste moins d'une minute. Roland, un seul mot de ma part, oui. Bienvenue sur l'Albigeoise 2016 qui est qualificative pour le championnat du monde 2016 à Perth en Australie. Ce sera l'occasion de découvrir les parcours du championnat du monde 2017 aussi, bien sûr. Et bien, je peux témoigner, sont absolument fabuleux. Je témoigne. Voilà. Nous y étions il y a pas si longtemps. Et si vous aimez le plat, eh bien vous ferez le tour de la ville, et encore d'ailleurs la ville d'Albi. Bon courage. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. C'était le numéro 12 de TVLops. Le prochain, on parlera du cyclisme africain qui lui aussi se développe, est en plein boom et sur lequel on aura l'occasion évidemment de s'épancher parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses et de champions aussi qui viennent de ce continent. Et ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour le cyclisme international. Allez, bonne soirée messieurs et merci d'avoir été en notre compagnie. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.